Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de l'actualité sur le miroir de la femme que nous ouvrons avec la cérémonie officielle des obsèques de l'ancien ministre et conseiller spécial du président de la République Bazoum Mohamed Feu Boucha Mohamed, décédé hier de suite d'une courte maladie. C'était ce matin à la cour du palais de la présidence en présence de plusieurs personnalités. Le compte rendu avec Alou Massani. Ils étaient tous présents. En tête, le président de la République Alhaji Bazoum Mohamed, le premier ministre Oumoudou Mahamadou, la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement, les responsables des institutions, parents, amis et connaissances à cette cérémonie officielle de levée du corps de l'ancien ministre, conseiller spécial du président de la République, Feu Boucha Mohamed, décédé ce jeudi dernier des suites d'une courte maladie. Dans l'horizon funèbre prononcé par l'un des membres de sa famille, Issoufou Bako est revenu sur les différents parcours du défunt. Tu as occupé plusieurs postes dans la haute fonction publique du Niger. Ainsi, de 2013 à 2020, tu as occupé successivement les postes de ministre délégué au budget, du ministre délégué à l'agriculture et à l'élevage et du ministre de l'emploi, du travail et de la protection sociale. Puis, le 10 mai 2021, tu étais au service du président Mohamed Bazoum en qualité de conseiller spécial à la présidence de la République. Après de dignes et loyaux services rendus à ton pays, le Niger, la mort est venue subitement t'arracher à l'affection de ton épouse, Sada Al-Bashir, à tes enfants Alako, Mohamed et Binta, à tes frères et sœurs, à tes amis, à tes collègues, à tes camarades, à tes concitoyens. Cher frère Boucha, en ce moment de rudes épreuves, chargé d'émotions intenses, notre pays, nous, tes parents, ta communauté, ta région et tes amis, que savons nombreux, venons de perdre l'un de leurs valeureux et dignes fils, courtois, disponible, honnête, toujours prêt à servir, à aider à rendre visite aux autres. Cher frère Boucha, c'est le moment de se dire adieu. Repose en paix. Qu'Allah, le clément, le miséricordieux, le très miséricordieux, dans son infinie bonté, puisse t'accueillir dans son paradis éternel. Et après, le président de la République l'a élevé à titre posthume à la dignité des grands officiers de l'ordre national du Niger. Monsieur Boucha Mohamed, ancien ministre, conseiller spécial du président de la République, en témoignage des sacrifices consentis dans les différentes missions à vous confiées par les hautes autorités de la nation, au nom de la République, nous vous élevons à titre posthume à la dignité de grand officier dans l'ordre national du Niger. Après la Fatiha sous la conduite du président de l'association islamique du Niger, Cheikh Djibril Karanta, aussitôt la dépouille mortelle a été transportée et inhumée à sa dernière demeure au cimetière musulman de Yantala.
suda makiya Muhammad musulmi jakadi wajibi na ga mummani matasan makafu ranga makiya Muhammad wasan kafiri bi mummani ya isan masu dalilin su kwa musun masoya Muhammad idan ko musulmi sun kai 10,000 gudu ya haramta gare su in sun bi Ahmada mukatan mamu in sun buwa majingine mu koma mace wannan mu koko Muhammada makamman mu arwala da sallah da ta zabaka salati tizan birnin mu ga makiya Muhammad wala kan ta mallam mai mutu badai nasa kina bata ko duniyan mu balle ga Ahmada wayan malaman mu ko parents, amis et connaissances présentent leurs condoléances aux membres de sa famille et à tous ses proches. 5 ans durant, nous avons appartenu à un même gouvernement et c'est là que, en plus de technicien qu'il était, en plus de l'agent consciencieux qu'il était, j'ai découvert un autre Mohamed Boucha qui est un grand animateur, qui est très sociable et très disponible à collaborer avec tous les collègues ministres. Je voudrais admettre avec vous que c'est une grosse perte pour le Niger et nous allons tous prier puisque lorsqu'on perd un membre de la société, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de prier pour lui puisque c'est tout ce qu'on peut faire et garder l'espoir que tout ce qu'il a fait du bien sur terre, qui présage que notre camarade va être au paradis, que ça lui soit reconnu par Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut rappeler que Mohamed Boucha fut ministre délégué à l'agriculture et à l'élevage et puis ministre de l'emploi et du travail dans le gouvernement de Bourgi Rafini avant d'être nommé conseiller spécial du président Bazoum Mohamed. Dans ce journal, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a effectué une visite ce matin à l'université privée Diaba Lompo de Niamey. L'objectif étant de s'enquérir des conditions de vie et d'enseignement dans cette école. Suivez plutôt ce compte rendu. Soutenir et encourager l'innovation et la recherche publique dans les universités est l'un des engagements du gouvernement à travers le ministère de l'Enseignement supérieur. Depuis sa prise de fonction, le ministère de l'Enseignement supérieur entreprend des visites au niveau des différentes universités du Niger. En plus du secteur public, aujourd'hui c'est l'université privée Diaba Lompo qui est à l'honneur, une université privée qui a émerveillé le ministre et dont il s'engage à l'accompagner. Le privé contribue à hauteur de 30 à 33% de l'offre d'enseignement supérieur au Niger, donc le privé ne doit pas être négligé. Très honnêtement, je suis impressionné par ce que j'ai découvert, parce que avoir de l'argent c'est une chose, oser l'investir c'est une autre chose, et savoir où l'investir relève tout simplement de la stratégie et de la vision. Je suis impressionné par ce que j'ai vu et je suis également impressionné par l'éventail des personnalités universitaires qu'il a pu faire regrouper autour de lui. Et cela me laisse croire qu'avec un peu de soutien, il réussira à faire beaucoup de choses. Quant au fondateur de l'université privée Diaba Lompo, il s'est dit satisfait de cette visite qui est la première du genre au Niger. Certainement, vous avez dû le constater, c'est la première fois qu'un ministre des enseignements supérieurs et des recherches fait le déplacement vers le secteur privé dans l'optique de constater de visu ce qui se fait. Est-ce que les programmes publics d'enseignement sont véritablement respectés? Est-ce que l'institution visitée est une institution reconnue légalement par son département? Est-ce que les filières dispensées sont véritablement des filières autorisées par les commissions mises en place par ces services? Est-ce que véritablement ces institutions peuvent contribuer à accompagner
le gouvernement dans son ambition d'enseignement de qualité. Est-ce qu'il y a des difficultés pour que le ministre, dans probablement ses projets de réforme, puisse en tenir compte et peut-être même, pourquoi pas, organiser des états généraux à l'intérieur, tout comme ici à Niamey. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le ministre qui nous visite est à son deuxième passage en tant que ministre, outre ses qualités intrinsèquement reconnues sur le plan international d'enseignant-chercheur et d'historien émérite. Donc, en fait, le ministre est dans son domaine. Le ministre est dans ses prérogatives. Et c'est pour cela que nous, responsables de l'université privée Djaba Lompo, avec votre permission tous, nous allons magnifier notre gratitude et nos sincères remerciements à Monsieur le ministre pour cette ambition qu'il projette pour les enseignements supérieurs, tant publics que privés. Cette visite a permis sans nul doute de créer un cadre d'échange entre la dite université et le ministère en charge de l'enseignement supérieur sur les travaux que leur avait recommandés. Enfin, notons que ce genre de visites sont d'une capitale importance car elles permettent au gouvernement de garder un œil sur l'enseignement supérieur. Suite à l'actualité, les jeunes volontaires pour l'environnement JVE ont organisé leur deuxième rencontre mensuelle du Café Citoyen. Le thème retenu pour ce mois est Covid-19, ses impacts sur la communauté, la vaccination et la désinformation. Plus de détails dans ce reportage de Ramato Omarou et Abdelraouf Dayabou. Le Café Citoyen est une rencontre mensuelle organisée par les jeunes volontaires pour l'environnement JVE, regroupant plusieurs leaders évoluant sur toutes les questions liées au développement durable. Le Café Citoyen, en effet, a pour objectif de mobiliser les jeunes ou les citoyens autour d'un sujet d'intérêt particulier. Pour ce mois, le thème retenu à cette deuxième rencontre est Covid-19, ses impacts sur la communauté, la vaccination et la désinformation. Nous sommes au deuxième Café Citoyen, donc l'objectif principal, c'est de vraiment mobiliser les jeunes ou les citoyens autour d'un sujet d'intérêt particulier. Aujourd'hui, nous avons échangé autour de la thématique de la Covid-19. Vous savez, en lien avec la désinformation, la vaccination. Donc pour nous, c'est de discuter entre jeunes, entre structures porteuses d'initiatives sur la Covid-19, quels sont les enjeux autour, mais surtout d'accueillir la coordinatrice résidente du système des Nations Unies ici au Niger, qui a aussi contribué à éclairer davantage, en tout cas les participants, mais également tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, puisque les cafés citoyens, c'est en présentiel, mais c'est également en ligne sur Zoom et puis sur nos plateformes Facebook. La coordinatrice résidente du système des Nations Unies a apprécié l'initiative et a aussi saisi l'occasion pour prodiguer des sages conseils aux jeunes. Plaisir, quel plaisir de partager un plateau et un auditoire avec de jeunes gens curieuses et soucieuses d'une information vérifiée, d'une information qui soit véhiculée avec le bien-être des populations au cœur de ce débat. On a eu des échanges très francs et surtout sur la question du Covid-19, ce que ça représente, les enjeux, les impacts ici au Niger et de la vaccination. Et le pourquoi de l'hésitation au niveau de certains segments de la population à se faire vacciner. Et je crois que la jeunesse nigérienne, si aujourd'hui c'en était un exemple représentatif, est tout à fait consciente des enjeux et de sa responsabilité à véhiculer des informations qui soient non politisées mais vérifiées, que la science reprenne sa place et adresse une question qui est hautement scientifique. Notons que les cafés citoyens est une occasion pour la jeunesse de partager et d'amener les contributions relatives à toutes les questions liées aux défis du moment.
Point de presse animé hier par l'avocat à la Cour Maître Boudal Efred, membre du Conseil de la défense des acteurs de la société civile nigérienne lors des manifestations sur la loi des finances 2018. Ce point de presse est aussi relatif au dernier arrêt de la Cour de justice communautaire de la CEDEAO sur l'arrestation arbitraire du coordonnateur régional du MPCR de Zender, Ilia Damala. Il était au micro de Alou Mamassani et Kantama Ibrahim. Le 28 septembre 2019, nous avons saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour constater que l'État du Niger, d'abord, toutes ces arrestations étaient arbitraires et que l'État du Niger a violé les conventions internationales. Vous savez, la procédure devant la Cour de justice de la CEDEAO, elle est longue, quoi qu'on dise. Nous avons attendu 2 ans. Le dossier a été plaidé et finalement, cette semaine, la décision a été rendue. Vous avez l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, dont je vous donnerai lecture, mais ce qui m'intéresse fondamentalement, ce sont les principes qui ont été confirmés ou encore de nouveaux principes jurisprudentiels désormais sur les questions de liberté, à savoir, la Cour de justice de la CEDEAO a retenu, entre autres, que la sécurité nationale ne peut être invoquée pour justifier des mesures restreignant certains droits que lorsqu'il s'agit de mesures prises pour protéger l'existence de la nation, son intégrité nationale ou son indépendance politique. Elle a estimé aussi que, contrairement à ce que soutient l'État du Niger, la violation systématique des droits de l'homme compromet la sécurité nationale et peut mettre en péril la paix et la sécurité. C'est-à-dire la Cour de justice de la CEDEAO a estimé que c'est même la violation des droits de l'homme par les États qui compromet la sécurité nationale. Puisque, en réalité, c'était pour battre en brèche les arguments de l'État du Niger qui disait que non, Sadat Ilia et les acteurs de la société civile étaient dans un mouvement insurrectionnel. Ce n'était pas des manifestations pacifiques. Donc la Cour de justice a bâti en brèche pour dire qu'effectivement, ces genre des arguments même compromettent la sécurité nationale. Troisième principe qu'il faut retenir, la Cour a estimé que l'État ne doit pas invoquer la sécurité nationale pour étouffer ou supprimer l'opposition politique aux violations des droits de l'homme. C'est un principe fondamental qui profite pas seulement aujourd'hui à Sadat Ilia à la société civile, mais peut-être même à l'opposition politique dans l'espace CEDEAO, puisque c'est une Cour de justice de la CEDEAO qui le dit. Quatrième principe, il y a l'intérêt national, politique ou l'intérêt du gouvernement ne sont pas synonymes de sécurité nationale d'ordre public. C'est-à-dire la Cour de justice de la CEDEAO invite l'État du Niger et les États de l'espace CEDEAO à savoir que la sécurité nationale, ce n'est pas la sécurité d'un gouvernement. Ce n'est pas la sécurité d'un parti politique. Ce n'est pas la sécurité de quelques individus qui animent l'État. C'est la sécurité nationale la définie. Elle dit qu'elle n'est pas synonyme d'un intérêt politique d'un gouvernement d'une période précise. En conséquence, concernant la libération du requérant, on constate d'abord qu'il est libéré, mais même s'il ne l'était pas, la Cour demande de le libérer immédiatement. Ordonne à l'État du Niger de payer la somme de 50 millions de francs CFA à M. Sadat Ilia Damala à titre de réparation des préjudices immatériels qu'il a subis par la violation de ses droits. En cette période pluvieuse, plusieurs déchets traversent le fleuve Niger. De ce fait, quelles en sont les conséquences de l'utilisation de l'eau du fleuve par la population environnante si cette eau est insalubre? Élément de réponse dans ce reportage de Zainabou Gagara et Abdel Nasser Abdou. Utilisée par la population environnante pour leurs besoins quotidiens, la lessive, la vaisselle et même pour se laver, l'eau de ruissellement du fleuve Niger est entachée en cette période de pluie par plusieurs déchets. Elle change même de couleur. L'utilisation de cette eau du fleuve n'est pas sans conséquence sur la santé des usagers en cette période pluvieuse. Ces eaux de ruissellement charrient tout un tas de déchets, de saletés, provenant de nos activités quotidiennes, des excréments, des déjections animales et humaines, des eaux d'égouts, des fosses septiques, des caniveaux. Donc c'est vraiment un milieu qui est très 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 sale et impropre à l'usage, à l'utilisation.
Et je ne vais même pas parler de la consommation, mais surtout aussi donc de l'utilisation. L'utilisation, c'est-à-dire que le fait même qu'on la traverse, qu'on l'utilise dans d'autres activités, genre le maraîchage ou autres activités qui impliquent le contact avec cette eau. Donc vraiment, c'est très difficile, c'est déconseillé. Le risque est de voir la prolifération des maladies liées à l'eau ou d'autres maladies bactériennes ou parasitaires vont commencer à éclore. Et la même chose aussi donc avec l'eau du fleuve. Donc c'est l'affluence ou bien donc c'est le regroupement de toutes les eaux de ruissellement donc de la zone qui constitue cette première eau qui est en train d'arriver. Donc par conséquent elle aussi elle est insalubre. Donc le conseil que nous avons à donner vraiment c'est au niveau de la population, c'est de prendre garde. Donc par rapport à l'utilisation de cette eau, donc de pénétrer ou bien de traverser ou bien de déjouer, laisser les enfants jouer dans cette eau est tout à fait risqué. Donc au risque donc de choper une maladie qui va effectivement fatiguer la personne. Il y a un autre aspect qu'il faut aussi voir, c'est aussi la consommation. Parce que les riverains du fleuve, en fait, sont des personnes qui ont une certaine activité très contiguë au fleuve. Par conséquent, vous allez voir que même les tasses, la vaisselle, on l'a fait au niveau du fleuve. Et en ce faisant, ça veut dire que nous ramenons toujours les mêmes déchets, les mêmes maladies du fleuve, on les ramène à la maison et elles viennent nous côtoyer. Donc, ce qui cause effectivement assez de cas de péril. Donc liées à l'eau. Donc c'est surtout donc des maladies qui sont diarrhéiques, des maladies de vomissement, des gastro-entérites aiguës, des salmonelloses. C'est vraiment nous déconseillons vivement l'usage de cette eau ou l'utilisation de cette eau, quelle qu'en soit par ailleurs la finalité. La population doit prendre conscience du danger auquel elle fait face en utilisant l'eau du fleuve, surtout en cette période pluvieuse. Parlons à présent dans cette édition du danger des caniveaux à ciel ouvert qu'on constate un peu partout dans la capitale. Le reportage. Depuis l'installation de ce nouveau gouvernement, l'assainissement de la ville de Niamey est devenu une préoccupation. C'est pourquoi le maire central de la ville de Niamey a entrepris plusieurs visites. À côté de la mairie, l'ONG Fondé Moubori œuvre aussi à sensibiliser les jeunes pour la sécurisation des routes. Une occasion de revenir sur les cadres d'intervention de la dite organisation. Les accidents sont devenus la première cause de mortalité chez les jeunes de moins de 24 ans. Donc pour toutes ces raisons, il fallait que la jeunesse s'engage pour contribuer à sensibiliser les populations nigériennes, notamment la jeunesse, à lutter contre les accidents de la route, donc contre l'insécurité routière. Nous intervenons d'abord dans la sensibilisation. Vous savez que le coût économique des accidents de la route dépasse largement l'aide publique au développement. Et cela doit nous interpeller. C'est-à-dire que quand vous faites la part des choses, le Niger, jusqu'à preuve de contraire, est le pays qui enregistre le taux de gravité des accidents les plus élevés. Donc il faut sensibiliser les jeunes à respecter le code de la route. Il faut sensibiliser les jeunes à ne pas utiliser une vitesse excessive. Il faut sensibiliser aussi les autorités à assainir et à rendre au top la voie publique. Il faut veiller à ce que l'État exige par exemple le contrôle technique pour les véhicules. Parce que, vous le savez, un accident est composé toujours de 3 facteurs. Le facteur humain, le facteur de l'environnement, donc la route et du véhicule. Malgré les efforts des autorités à curer les caniveaux pour faciliter la circulation des eaux de pluie et user des ménages, malheureusement, force est de constater que ces caniveaux sont pour la plupart laissés à ciel ouvert. Ces derniers ressemblent plutôt à des tombeaux ouverts car source de plusieurs dangers, a expliqué Aliou Oumarou tout en lançant un vibrant appel. La catastrophe, c'est que lorsqu'il pleut abondamment, les caniveaux qui ne sont pas sécurisés malheureusement, parce que Niamey est quand même l'une des rares capitales en Afrique où vous trouvez des caniveaux ouverts, où des enfants peuvent tomber à tout moment
dans ces caniveaux. Vous pouvez tomber avec votre véhicule, vous pouvez tomber avec moto. En plus des trous, en plus des nids de poules sur la voie publique, en plus des cassis abusifs que les populations même construisent sans autorisation de la municipalité, tout ce cocktail-là crée beaucoup d'accidents. Donc vraiment, il va falloir que nous demandons à la municipalité, que ce soit à Niamey et dans les autres régions, que dans cette saison de pluie, qu'on puisse sécuriser les caniveaux, qu'on puisse mettre un dispositif pour permettre aux usagers de comprendre qu'à tel niveau, il y a un caniveau, mais pire, c'est un caniveau qui est ouvert. Donc mettez des choses pour en tout cas sécuriser les populations. Il faut aussi que les parents, dans cette saison, puissent avoir une attention particulière sur leurs enfants. On a vu beaucoup d'enfants mourir parce qu'ils tombent dans le caniveau, les parents le cherchent à gauche, à droite, ils font des communiqués pendant que le petit il est dans un caniveau. Ces tombeaux ouverts, notamment les caniveaux à ciel ouvert, est une situation qui interpelle les autorités compétentes à prendre les mesures nécessaires car il apparaît que lors de cette saison pluvieuse, ces caniveaux à ciel ouvert constituent un risque réel pour tous. C'est pourquoi les recouvrir permettra d'éviter les noyages, réduire les moustiques, les mouches urbaines, élargir la partie praticable des routes et surtout réduire de mauvaises odeurs. Depuis l'installation. Merci pour votre aimable attention, messieurs, dames. C'est ici que prend fin cette édition d'information et passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.